Vous êtes sur les antennes de Gabon 24. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans cette grande session d'information de ce dimanche au sommaire de ce journal. Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Gabon 2017 en deuxième journée à Franceville dans le sud-est du Gabon. L'Algérie et le Zimbabwe se sont séparés par un autre score de buts partout dans ce journal. Notre correspondant de Franceville pour les détails. Et puis en Tunisie, le pays a célébré le 6e anniversaire de la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali sur fond de contestation sociale qui s'étend. Le Premier ministre déplorant l'échec des gouvernements successifs à réaliser les objectifs économiques et sociaux de la révolution. Et enfin, nous irons en France où une conférence sur les négociations de paix entre Israël et la Palestine a réuni 70 pays qui ont réitéré solennellement leur engagement en faveur de deux États. La France a mis en garde contre le projet de Donald Trump visant à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et renvoie les deux parties aux frontières de 1967. Voilà pour les principales articulations qui seront développées dans cette grande édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Après les matchs d'ouverture hier qui se sont soldés par un nul partout aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 se poursuit et cette fois du côté de Franceville dans la province du Haut-Ogooué, les matchs de ce jour opposant l'Algérie au Zimbabwe puis la Tunisie au Sénégal. Allons retrouver notre correspondant Wilson Wobakassa pour les détails. Wilson, vous êtes le correspondant de Gabon 24 dans cette province du Haut-Ogooué. Alors, que peut-on retenir de ce match qui a opposé les Fennecs aux Warriors? Écoutez, ici à Franceville, cette rencontre s'est déroulée dans des conditions très optimales, à savoir également, on va dire, les deux équipes qui se sont séparées sur un score, comme vous le savez, et comme vous venez justement le dire, des deux buts partout. Mais à juger à côté de cela également, l'organisation également de cette 31e édition de la CAN Total 2017 ici à Franceville a été une totale réussite. On jugeait aussi par la forte, on va dire, mobilisation des Alto-Gauvaïens et des Africains qui ont effectué le déplacement pour venir assister également à leurs équipes qu'ils aiment tant. Et aussi le système de sécurité qui a été largement renforcé également autour du stade, mais aussi au rond-point, dans les rampes, également des grands carrefours de la commune de Franceville, qui a également d'ailleurs cette sécurité qui a également laissé dire les supporters venus des quatre coins de l'Afrique qu'ils étaient en totale sécurité et que la CAN a été une réussite ici à Franceville. Alors, quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement à Franceville et comment les Francévillois accueillent cette CAN? Écoutez, les Francévillois accueillent cette CAN comme les Gabonais qui avaient soif encore de revivre ces instants qu'ils se sont souvenus depuis 2012. Les Alto-Gauvaïens sont contents, sont heureux d'ailleurs. Comme vous l'entendez, le stade de rénovation de Franceville, les 20 000 places, ont été quasiment occupés par les supporters venus également des quatre coins, sinon des 11 départements de la province du Haut-Ogooué. Il faut également noter à côté de cela que les Alto-Gauvaïens sont heureux et remercient d'ailleurs, on va dire, les hautes autorités de ce pays d'avoir encore une fois de plus abrité en toute totalité cette CAN 2017 ici dans notre pays. Alors Wilson, parmi les supporters, y a-t-il une mobilisation des communautés étrangères quand on sait que le deuxième match concerne le Sénégal? Ce deuxième match également, qui également au dire de certains qui ont effectué le déplacement, à savoir les Sénégalais qui ont été également massivement, qui ont pris d'ailleurs le stade de rénovation de Franceville d'assaut, également arrive à le déterminer, à le définir comme une demi-finale. Pour eux, le Sénégal est en demi-finale et le Sénégal va également remporter cette CAN 2017. La mobilisation est totale. Les Tunisiens sont présents également. C'est pour dire également que, honnêtement, la mobilisation, elle ne se fait pas raconter parce que ces supporters n'ont pas voulu se faire raconter ces grands événements ici à Franceville. Ils ont voulu être les premiers témoins. Merci Wilson pour toutes ces nouvelles en direct de Massoukou. À très bientôt. Poursuivons ce journal avec cette visite après le match en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi, le président de la Guinée-Bissau est allé dimanche dans la zone économique spéciale de Nkok, à 27 km à la sortie de Libreville. Le président Vazadi s'inspirer de ce modèle, un des plus élaborés en Afrique pour une coopération sud-sud. On retrouve Miran Languet pour les détails.
La Guinée-Bissau s'invite doublement au Gabon. Après le match d'ouverture samedi entre les deux pays, le président bissau-guinéen, accompagné de son homologue du Gabon, ont visité la zone économique d'Ongkok dimanche. Pour le numéro 1 de la Guinée-Bissau, la zone économique d'Ongkok est un modèle dont pourrait s'inspirer son pays. Je pense que c'est la première zone très importante, très organisée, avec l'avenir vraiment chaleureuse pour nous tous. Guinée-Bissau, on va le suivre, on va le demander, on va visiter et tout ce qu'on peut faire ensemble. C'est là le problème de l'Afrique. Nous devrons vraiment travailler ensemble. Pour le président du Gabon, la zone économique spéciale d'Ongkok représente un modèle de coopération sud-sud et pourrait renforcer encore plus la relation qui unit les deux pays. Nous avons considéré qu'il fallait mettre à profit sa visite pour pouvoir maintenant voir tout ce que nous pouvons faire dans le sens de renforcer les relations. Nous, le président et moi-même, nous sommes des partisans de la coopération sud-sud. Et donc, entre nos pays, il y a des synergies importantes qu'il faut créer. Aujourd'hui, c'est le président qui découvre le Gabon. Demain, c'est moi qui découvrirai la Guinée-Bissau. La zone économique spéciale d'Ongkok est une des concrétisations de l'idéal du Gabon vert et du Gabon industriel, pilier du projet économique du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Les ZES sont en effet un projet exemplaire pour la transformation locale à valeur ajoutée du bois grâce à la matérialisation d'un accord signé entre l'État gabonais et l'entreprise de lame internationale de Singapour. Retour sur l'équipe nationale du Gabon qui a démarré la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 par un match nul 1-1 face à la Guinée-Bissau ce samedi au stade de l'Amitié de Libreville. Les détails avec Andy Tongi. Après une première mi-temps marquée par quelques occasions des Panthères du Gabon, 21e minute, frappe enroulée de Malik Evuna et coup franc dangereux de Denis Bouanga. À la 40e minute, l'équipe gabonaise s'est réveillée en seconde période. L'attaquant gabonais du club français Tours FC, deuxième division, Denis Bouanga, qui effectue sa première sortie officielle, a offert une offrande à Pierre-Emerick Aubameyang, qui a inscrit l'unique but gabonais du plat du pied en pleine surface de réparation. 1-0, 52e minute. Le meilleur joueur africain de l'année 2015, Pierre-Emerick, s'est illustré une seconde fois par une reprise des volets qui n'a pas malheureusement trouvé le cadre à la 68e minute. Les Lycaons de la Guinée-Bissau se sont offerts une action chaude dans les dernières minutes du match. L'attaquant de la Guinée-Bissau, Mendes Suarez, a mis une tête dangereuse à la 84e minute, bloqué facilement par le portier gabonais Didier Ovono. Dans sa seconde tentative, Mendes Suarez trouvera le chemin des filets par une tête et ramènera les pendules à l'heure, un partout, 90e minute. Un score nul qui marque le match d'ouverture de la 31e édition de la Coupe d'Afrique de football au Gabon. Le même scénario se reproduit au cours de cette soirée entre les Lions indomptables et les étalons de Burkina Faso. Et puis deuxième match du groupe A samedi, une première période époustouflante des occasions en grand nombre. Le Cameroun et le Burkina Faso ont assuré le spectacle, mais pas forcément une bonne opération comptable en se partageant les points 1-1 pour leur entrée en Coupe d'Afrique des Nations à Libreville. Les détails dans cet élément de Mirandongué. Les deux sélections ont raté l'occasion de prendre la tête du groupe A, mais elles ont joué au moins de temps au-dessus que leur prochain adversaire, ce qui peut leur permettre d'entrevoir des jours meilleurs. Aujourd'hui, je pense que j'ai vu une équipe qui a bien joué, qui est prête à faire les défis et qui a des qualités, qui a fait un bon jeu. Donc dans ce sens-là, je pense que le Cameroun est prêt. Le Cameroun est à un niveau qu'on va avoir besoin pour d'abord et avant tout se qualifier pour les quarts de finale. Et ça, c'est notre objectif. C'est progresser dans tous les aspects de chaque match qui passe. Et dans 4 jours, je suis sûr qu'on sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est bien qu'aujourd'hui, face à tous les problèmes qu'on a eu avant, comme j'ai bien expliqué à vous, je suis content avec le joueur, mais dommage que ma stratégie dans le premier mi-temps n'a pas fonctionné. De reste, on a fait un bon match. Il était clair que les deux équipes ne pouvaient pas tenir ce rythme effréné. La seconde période a commencé en toute logique un ton en dessous, ce qui n'a pas empêché le Burkina d'égaliser d'une tête d'Issoufou Dao, qui a repris un ballon repoussé par le gardien camerounais Ondoa sur un puissant coup franc de Zoa. Quel est le regard des spécialistes après la sortie hier des Panthères du Gabon et des Lions indomptables? L'analyse dans cet élément que nous proposent Limbris Boubala et Hervé Oubian.
Le groupe A vient de rendre son verdict après cette première journée qui a vu la Guinée-Bissau et les étalons du Burkina Faso contraindre leur principal adversaire au nul. La situation ne laisse pas insensibles certains internationaux un peu déçus de la prestation des favoris de cette poule. Je ne peux pas être confiant avec ce que j'ai vu hier. Honnêtement, sans vous le cacher, l'équipe n'a pas joué comme je l'espérais, comme je le voulais. Bon, qu'à cela ne tienne, il y a encore la possibilité de se rattraper dans ce groupe et se qualifier. Très déçu par le résultat, parce que je suis quand même satisfait par l'état d'esprit et l'attitude que tous les joueurs camerounais ont eu. Ils ont eu un état d'esprit de guerrier, d'envie. Ils se sont combattus. Physiquement, ils étaient au point. Ils ont enchaîné pas mal de passes, pas mal d'enchaînements. Et ils ont pêché simplement dans la finition. Et c'est ça qui est regrettable. Le Gabon et le Cameroun n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Il va falloir faire extrêmement attention, jouer avec plus d'engagement, plus de volonté, plus d'envie, parce que ce n'était pas le cas hier. Le prochain match, ce sera mercredi. Je pense simplement que l'entraîneur va un peu accentuer sur la finition, parce qu'on a vu quand même qu'ils arrivent à se créer des occasions, parce qu'entre se créer des occasions et les mettre au fond, c'est totalement différent. Déjà, se les créer, c'est pas mal. Maintenant, il faut être plus concentré encore dans la finition et garder le même envie qu'ils ont eu pendant ce match-là. Pour la suite, il va falloir tout donner. Voilà, nous poursuivons ce journal avec plus de 114 stagiaires issus des forces de sécurité qui ont pris part au stage de formation de self-défense et de tonfa sous les ordres du maître Américo da Silva et la Fédération de self-défense du Gabon. Au terme de 5 semaines d'intenses activités physiques, ils ont reçu leur parchemin des mains du commandant en chef de la police gabonaise. Regardez. 5 semaines après le démarrage de leur stage d'autodéfense physique, de self-défense et de tonfa, pour contrer une menace immédiate de violence, que celle-ci soit armée ou non, les stagiaires des forces de police nationales ont reçu leur parchemin de fin de stage en présence du commandant en chef de la police gabonaise. La cérémonie qui nous réunit ce jour se situe dans le cadre de la clôture du stage d'initiation aux techniques de self-défense, tonfa, sécurité et sport de combat au sein de notre institution. Cette formation s'inscrit donc en droite ligne avec le programme de renforcement des capacités opérationnelles imprimé par le Haut Commandement des Forces de police nationales sur la culture du sport. Ce stage qui a vu, au niveau des forces de sécurité, a vu le thème de self-défense et technique de tonfa avec maîtrise des individus récalcitrants. Je tiens à remercier les stagiaires qui ont très bien participé à ce stage et j'espère que dans le futur, je pourrai revenir sur le Gabon afin que nous puissions ensemble travailler encore au mieux pour éventuellement travailler encore et encore. À la grande satisfaction des lauréats. C'était vraiment pas facile. Mais avec la grâce de Dieu et la force, le moral du commando de l'air, j'ai pu avoir mon diplôme. Au total, 114 stagiaires ont pris part à ce stage de formation placé sous l'égide de la Fédération gabonaise de self-défense et de tonfa et du commandement en chef des forces de police gabonaises. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Et on en vient à présent à cette série d'accidents à Libreville. Il s'agit de 3 accidents de la route qui ont été enregistrés de samedi à dimanche dans la capitale gabonaise alors que tout le pays vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bilan des blessés légers, le constat de nos reporters Kevin Oswald Doukaga et Bertin Osaga. Des accidents de la route dans la nuit de samedi à dimanche ont été enregistrés à Libreville. Des images spectaculaires et traumatisantes qui démontrent ici l'ampleur du choc. Là, nous sommes au rond-point de la démocratie où cette berline a perdu le contrôle, percutant sur son passage ce taxi. Bilan, des blessés légers. Autre accident de la route enregistré dans la même période, cette fois à quelques encablures de la mairie centrale, sur le boulevard où ce véhicule a heurté un béton. La voiture a été sérieusement endommagée par l'avant. Les occupants, quant à eux, et à ce qui semble, seraient sortis avec quelques contusions. 3 accidents au total en une nuit, à l'origine certainement, soit l'excès de vitesse, conduite en état d'ivresse ou non-respect du code de la route. Aussi, dans la journée de samedi, un particulier a fait une sortie de route au pont de la Nomba à l'entrée d'Ovendo, banlieue de Libreville. En l'espace de 2 semaines, quelques 6 accidents de la route de grande portée ont été enregistrés dans le pays. Même si les chiffres de 2016 ne sont pas encore sortis, le nombre d'accidents de la route en 2015 a touché plus de 1000 personnes, d'après des données de la direction de la sécurité routière.
L'actualité hors du Gabon à présent, d'abord au Mali où une trentaine de dirigeants africains sont réunis au Mali pour discuter du renforcement de la sécurité et de la démocratie et le développement du continent. Le récit d'Andy Tungui. François Hollande et l'Afrique se sont dit chaleureusement adieu samedi lors du 27e sommet Afrique-France à Bamako. Ultime visite programmée du chef de l'État français sur le sol africain avant la fin de son mandat en mai. 4 ans plus tôt, presque jour pour jour, le 11 janvier 2013, une opération militaire française ordonnée par François Hollande avait stoppé net une offensive de groupes djihadistes. Liés à Al-Qaïda, ceux-ci s'étaient emparés du nord du Mali et menaçaient de déferler sur Bamako. Le peuple malien a conscience qu'il a une grande dette de gratitude envers ceux qui l'ont soutenu et accompagné dans le règlement de la crise la plus douloureuse de notre histoire récente. Beaucoup reste à faire, cependant. De larges zones du territoire malien restent incontrôlées et Bamako elle-même était en état de siège pour accueillir le sommet. Vivant dans la crainte d'un nouvel attentat djihadiste d'ampleur, après celui perpétré contre l'hôtel Radisson Blu le 20 novembre 2015, faisant 20 morts. L'adhésion loyale et inconditionnelle à l'accord pour la paix et la réconciliation est d'autant plus impérative que nous devons faire face aux attaques des groupes terroristes, attaques perpétrées aussi bien contre les populations paisibles, civiles, que contre nos forces armées et de sécurité, contre les contingents de l'aménagement et contre la force Barkhane. Le président français a aussi annoncé le lancement d'un fonds d'investissement franco-africain doté de 76 millions d'euros, soit près de 50 milliards de francs CFA sur 10 ans, le tout premier du genre. Et toujours au Mali, le président malien a prévenu samedi le président sortant gambien que la Gambie n'avait pas besoin d'un bain de sang. La crise politique dans le pays s'était invitée à Bamako avec une réunion de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en marge du sommet Afrique-France en présence de François Hollande. Ultime visite programmée du chef de l'État français sur le sol africain avant la fin de son mandat. On retrouve Dorothée Afinizou. La crise politique en Gambie s'est sans surprise invitée à Bamako lors du sommet Afrique-France. Samedi, une réunion de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en marge du sommet, s'est tenue avec le président gambien élu, Adama Barrow. Nous avons évoqué des situations particulières, et une notamment, ce qui se passe en Gambie. Il y a eu des élections qui ont été considérées comme crédible, transparente, et donc le résultat des élections doit être respecté. Vous avez vu que le président élu a été accueilli à l'occasion de ce sommet, et tout doit être fait pour que le 18 janvier, en tout cas le 19 janvier, il puisse entrer effectivement dans ses fonctions. Et la CEDEAO a voulu se réunir parallèlement à ce sommet pour aboutir également à ce résultat. Même son de cloche pour son homologue malien. Nous avons posé un acte fort. Nous avons d'accord commun reçu le président Barrow, ce qui est une reconnaissance de facto, sinon de jure. Et le 19, j'ose espérer que la sagesse africaine proverbiale inspirera notre frère Yaya. Au chapitre du développement, le président français a aussi annoncé le lancement d'un fonds d'investissement franco-africain doté de 76 millions d'euros sur 10 ans, le tout premier du genre. François Hollande et l'Afrique se sont dit chaleureusement adieu samedi pendant le 27e sommet Afrique-France à Bamako, ultime visite programmée du chef de l'État français sur le sol africain avant la fin de son mandat en mai. Direction Tunisie où le président tunisien Béji Caïd Essebsi a effectué samedi une visite inédite dans le bassin minier de Gafsa, un foyer de la contestation sociale à l'occasion du 6e anniversaire de la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali, le résident d'Itungi. La Tunisie a marqué samedi le 6e anniversaire de la chute de Ben Ali sur le fond de contestation sociale qui s'étend. Le Premier ministre déplorant l'échec des gouvernements successifs à réaliser les objectifs économiques et sociaux de la révolution. Selon les médias locaux, aucune festivité n'a eu lieu ailleurs dans le pays. La révolution avait été déclenchée à la suite de l'immolation par le feu le 17 décembre 2000 du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid dans le centre-ouest défavorisé de la Tunisie qui a donné lieu à un mouvement de protestation contre le chômage et la vie chère.
Les manifestations marquées par des émeutes sanglantes s'étaient ensuite étendues à tout le pays. Sous la pression populaire, Ben Ali a pris la fuite pour l'Arabie Saoudite le 14 janvier 2011. 6 ans après, Sidi Bouzid connaît de nouveaux troubles sociaux ainsi que la région de Ben Guerda au sud-est et la contestation semble s'étendre. À présent, l'actualité hors de nos frontières, d'abord en France où après un premier débat télévisé jeudi dernier, le deuxième débat sur la primaire de la gauche a lieu ce dimanche. Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publié en début décembre, Manuel Valls est crédité de 45% des intentions de vote au premier tour de la primaire de la gauche, suivi d'Arnaud Montebourg, 28%, et de Benoît Hamon, 11%. La primaire de gauche qui met en compétition 7 candidats dont une seule femme est prévue les 22 et 29 janvier prochains. Et toujours en France, et cette fois-ci, on parle de la conférence pour la paix au Proche-Orient. Plus de 70 pays devraient réitérer solennellement dimanche leur engagement en faveur de 2 États, israéliens et palestiniens, lors d'une conférence organisée par la France qui a mis en garde contre le projet du futur président américain Donald Trump visant à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. On écoute à ce propos le président français François Hollande. Je réaffirme ici que seules des négociations directes entre les Israéliens et les Palestiniens peuvent conduire à la paix. Nul ne le fera à leur place. C'est à leurs dirigeants de s'entendre et de convaincre leur population des compromis nécessaires. Il y a un effort qui a été engagé il y a des années. Il doit se poursuivre. Il est légitime, il est nécessaire que la communauté internationale réfléchisse sérieusement à la meilleure manière d'accompagner la solution des 2 États. Et j'affirme ici que cette solution est la seule possible pour la paix et pour la sécurité. L'avenir de l'accord nucléaire entre l'Iran et 6 grandes puissances dont les États-Unis, entré en vigueur il y a 1 an, est suspendu à la politique de l'administration du nouveau président américain Donald Trump, hostile à son égard. Reportage AFP. Janvier 2017, un appareil Airbus flambant neuf atterrit à Téhéran, du jamais vu depuis 23 ans. Il y a 1 an, une partie des sanctions internationales contre l'Iran était levée dans le cadre d'un accord nucléaire avec les grandes puissances, conclu 6 mois plus tôt. Résultat, la signature de contrats importants avec notamment Airbus et Boeing et entre 30 et 50 milliards de dollars d'investissements potentiels par an. Mais l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a jeté une ombre sur l'accord historique. Une situation incertaine qui pousse cette usine à chercher des partenaires commerciaux ailleurs. Je pense qu'à l'avenir, à cause du comportement de M. Trump et de la rupture des promesses de l'Amérique, nous irons progressivement vers un travail indépendant avec l'Europe. Le président élu américain, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a qualifié l'accord de désastreux et menacé de le faire capoter. Une menace à prendre au sérieux pour cet expert iranien. Je pense que dans 1 an ou 2, nous allons avoir de sérieux problèmes avec l'accord nucléaire à cause de ce que nous allons voir au Congrès américain. Ceux qui n'ont jamais aimé l'accord ou qui ont voté contre vont être revigorés et essayer de s'en débarrasser sans vraiment le déchirer. Ils veulent l'utiliser pour mettre plus de pression sur l'Iran. Depuis l'accord, l'Iran a augmenté ses exportations pétrolières. Mais les sanctions américaines liées aux questions non nucléaires restent en place et les banques étrangères hésitent encore à travailler avec l'Iran. La population, elle, commence petit à petit à perdre patience. Nous n'avons pas vraiment vu de changement réel, mais les autorités disent qu'il s'agit d'un accord sur le long terme. Nous avons tout de même besoin de changements à court terme, dans les 2-3 ans à venir, pour garder espoir. Si les Iraniens sont impatients, les entreprises européennes le sont aussi, attirées par le potentiel d'un pays riche en gaz et en pétrole. Les délégations ont défilé ces derniers mois à Téhéran. Mais le changement tant attendu par les Iraniens n'aura pas lieu si Donald Trump démantèle l'accord.
Allons en Philippines avant de refermer cette grande édition d'information. Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé de décréter la loi martiale dans le cadre de sa violente guerre contre le trafic de drogue. Une déclaration choc 3 décennies après la chute de la dictature. Sibyl Mengue. Suite à sa guerre violente contre le trafic de drogue qui sévit dans son pays, le président philippin Rodrigo Duterte menace de décréter la loi martiale. Rodrigo Duterte a remporté en mai 2016 la présidentielle après avoir promis de tuer des milliers de criminels pour éradiquer le trafic de drogue, un des fléaux de la société philippine. La sanglante guerre contre la drogue qu'il a lancée à son arrivée au pouvoir s'est traduite en 6 mois par la mort d'au moins 5700 personnes, dont des milliers d'exécutions extrajudiciaires. Si je le souhaite et que le problème du trafic de drogue empire, je décréterai la loi martiale. Si je le souhaite, personne ne pourra m'en empêcher. Si je dois décréter la loi martiale, je le ferai. Pas pour une invasion, pour une insurrection ou un danger. Je déclarerai la loi martiale pour protéger mon peuple. Point. La loi martiale avait été levée en 1986 après la révolution qui avait chassé Marcos du pouvoir. La nouvelle constitution alors mise en place avait notamment instauré le mandat présidentiel unique de 6 ans, dont le but était d'éviter le retour de la dictature. Cette constitution précise que la loi martiale peut être instaurée pendant 60 jours pour faire face à une rébellion ou une invasion. Elle peut être abrogée par le Parlement et la Cour suprême peut se pencher sur la légalité, mais Rodrigo Duterte a également indiqué samedi soir qu'il pouvait ne pas tenir compte de cette limite temporelle. Et c'est la fin de ce journal. À présent, le rappel de ses principales articulations. Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Gabon 2017 en deuxième journée à Franceville dans le sud-est du Gabon. L'Algérie et le Zimbabwe se sont séparés sur un autre score nul, 2 buts partout. Dans ce journal, nous avons eu un autre correspondant de Franceville qui nous a livré tous les détails. En Tunisie, le pays a célébré le 6e anniversaire de la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali sur fond de contestation sociale qui s'étend, le Premier ministre déplorant l'échec des gouvernements successifs à réaliser les objectifs économiques et sociaux de la révolution. Et puis en France, une conférence sur les négociations de paix entre Israël et la Palestine a réuni 70 pays qui ont réitéré solennellement leur engagement en faveur de 2 États. La France a mis en garde contre le projet de Donald Trump visant à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et renvoie les 2 parties aux frontières de 1967. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci de votre fidélité. Restez sur Gabon 24 accompagné de nos programmes. Excellente soirée chez vous. Au revoir et à très bientôt.